Bonjour, chers apprenants et chères apprenantes. La fois passée, nous avions conclu sur le premier chapitre de votre programme qui s'intitule La conscience, l'inconscient. Au cours de nos échanges, nous avons d'abord examiné la notion de conscience et la notion d'inconscient. Alors, relativement à ce chapitre, nous avions d'abord examiné la notion de conscience. Ensuite, nous avons vu les différents types de conscience. Nous avions parlé de la conscience psychologique. Nous avions également parlé de la conscience réfléchie. Et nous avions également parlé de la conscience morale. Après, nous avions vu que cette conscience-là a été l'objet de multiples éloges de la part donc des philosophes. Si vous prenez par exemple Descartes, il la compare à un instinct divin, à un juge infaillible du bien et du mal. Vous avez des philosophes comme Heidegger qui pensent que la conscience est ce qui fait même la différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Si on lui pose la question, qu'est-ce que c'est que la conscience? Il affirme qu'elle est ce qui démarque l'homme de l'animal. Si vous prenez par exemple Blaise Pascal, il affirme également que c'est cette conscience-là qui fait la grandeur de l'homme, même si par ailleurs, il ajoute que c'est elle aussi qui fait la misère de l'homme. Mais nous avions également vu que cet éloge fait à la conscience voit s'amoindrir avec les découvertes de la psychanalyse et notamment la découverte freudienne de l'inconscient. Jusque-là, l'homme était considéré comme un être essentiellement conscient, donc maître et responsable de ses actes. Mais avec Freud, nous avions vu que l'homme n'est pas seulement gouverné par la conscience. Il est aussi régi par un ensemble de forces obscures qui souvent le déterminent indépendamment de sa volonté. L'ensemble de ces forces obscures-là, c'est ça qu'il a regroupé sous le vocable inconscient. Après cela, nous avions vu également la nouvelle structuration qu'il est venu à faire du psychisme humain. J'aimerais ici parler de ce qu'on a appelé la première et la deuxième topique freudienne. Nous savions que suite à ces découvertes, dans un premier temps, il comparait le psychisme humain à une maison à 3 étages qui est composée de la conscience, du préconscient subconscient et de l'inconscient. Mais que plus tard, cette dénomination qu'il a eu à faire des différentes structures du psychisme humain ne va pas donc le satisfaire et il va adopter une autre dénomination. Il va parler du ça, du surmoi et du moi. Ensuite, nous avions également examiné les différentes critiques que la théorie freudienne a eu à connaître, notamment celle que lui a adressée, la critique que lui a adressée Jean-Paul Sartre, Karl Popper, Alain, etc. Alors, aujourd'hui, le chapitre que nous allions
aborder s'intitule Les passions. Alors, les passions, comme on le dit, ont fait couler beaucoup d'encre en philosophie. Elles ont été l'objet de vives polémiques, de beaucoup de débats, j'allais dire de beaucoup de controverses philosophiques. Ces controverses, en un premier temps, se sont articulées d'abord sur la notion même de passion. On a cherché d'abord à savoir ce que c'est que la passion, du moins sa nature. Puisque les passions se manifestent de façon multiple et multiforme, la grande difficulté a consisté à trouver une définition qui puisse regrouper l'ensemble de ces manifestations multiples et multiformes. Alors, la deuxième controverse a gravité autour de l'origine même des passions. Est-ce que les passions viennent du corps, de l'âme, ou sont-elles une résultante des deux? La troisième difficulté a concerné la valeur des passions. Nous savions bien que ces passions-là ont été diversement appréciées dans l'histoire de la philosophie. Des moralistes qui l'ont condamné, aux romantiques qui l'ont loué et qui pensent qu'elles sont à l'origine des grandes réalisations dans ce monde, on se demande lesquels des deux apprécient ou du moins ont apprécié les passions à leur juste valeur. Donc, autant de questions qu'une réflexion sur les passions ne peut manquer de poser. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons structuré notre chapitre en 4 grandes parties, en dehors de l'introduction et de la conclusion. Dans la première partie, nous allons examiner l'essence même de la passion. Donc, nous allons nous atteler à la définition de la passion. Dans la deuxième partie, nous allons essayer de nous interroger sur la source des passions. D'où viennent nos passions? Dans la troisième partie, nous allons examiner les caractéristiques de la passion. Quand une personne est victime de la passion, quels sont les types de comportements que nous constatons chez lui? À quoi reconnaissons-nous un passionné? C'est à cette question-là que nous allons essayer de répondre à travers donc le grand 3 qui s'intitule Caractéristiques des passions. Ensuite, dans la dernière partie, nous allons examiner la valeur de la passion. Les passions ont été d'abord condamnées, ensuite elles ont été louées. Donc quand nous parlons de la valeur de la passion, nous parlons à la fois des aspects négatifs et des aspects positifs de la passion. Et ensuite, vous avez la conclusion. Alors, revenons maintenant au niveau du grand 1, donc de l'essence